Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2024. À cette occasion, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, pleine de bonheur, pleine de santé aussi. Et puis ce soir, nous retrouvons nos chroniqueurs habituels pour évoquer le commerce, le monde du commerce avec Emeline. Tout à fait. Bonsoir Bruno, Emeline. bonsoir à tous. Voilà. Serge Bertin, pour parler du patois sartois, avec ce soir une idée marquante pour l'année 2024. On vous en parle dans quelques instants. Et comme toujours, notre ami Pascal Mariette. Bonsoir. Voilà, et bonne année, bonne santé, plein de choses. Ouais, bonsoir Pascal. Ce soir, on parle de Brulon, on l'a dit tout à l'heure, on a déjà vu pas mal d'images. Alors Brulon, c'est une ville vraiment avec un patrimoine incroyable, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire un petit tour d'horizon rapide pour voir cette belle église romane déjà, qui est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et donc c'est la première église, mais c'était une église qui dépendait du prieuré. Le prieuré qui a été créé en 1068, juste à côté. Et on va un petit peu trop vite, mais le prieuré à côté, juste un petit truc, j'en dirai tout à l'heure, 2 mots, dépendait de l'abbaye de la Couture. Juste après, on a vu des halles avec un magnifique dessin d'Albert Maignan, ça vous parle peut-être. Ah oui. C'est un dessin de 1866 et c'est sur l'ancienne place des Halles. Et un petit peu plus loin, en 1856, je crois, je dis pas de bêtises, où on a construit ces halles modernes. On les a carrément éloignées du village. On a recréé un autre pôle, plutôt, on va dire, un pôle 19e, où on va installer de belles maisons, mais surtout, ça va servir de halle au rez-de-chaussée et en haut de mairie. Donc en 1857 exactement l'inauguration. Bâtiment verniculaire, il y en a toujours plein. Alors il y a cette jolie petite maison où j'avais récupéré une photo, mais il y a aussi la tour du Pissot plus loin où on avait parlé déjà il y a quelques années, qui a été superbement bien restaurée. C'était une maison, une gloriette, qui servait pour les ouvriers des champs, et juste à côté en contrebas il y avait des vignes. On oublie qu'il y avait beaucoup de vignes dans la Sarthe. Donc magnifique bâtiment si vous allez vous balader. Et juste à côté il y avait un lavoir qui a été lui aussi restauré. Et c'est un des lavoirs les plus connus de cette commune. Comme dans beaucoup de communes, les lavoirs. Oui, tout à fait. Et puis un château. Alors le château que j'aime bien, alors il y en a d'autres. Il y a le château de Vert. Alors c'est Vert, V-E-R-T. Il n'est pas vert, il est en brique. Mais il est dans un joli domaine vert. Un beau coteau. Quand vous arrivez du sud de Brulon, on l'aperçoit sur le coteau à gauche. Et qui domine cette vallée. Il est en plein soleil, il est formidablement bien situé, comme quoi les gens au 19e siècle avaient du goût. Même les Romains faisaient leur villa plein sud. Et en Sarthe, on peut rappeler qu'il y a plus de châteaux que de communes d'ailleurs. Oui, je crois qu'il y a plus de 400 châteaux recensés. Plus que ça, je pense. Ah bon. Parce qu'il y a des communes qui ont une dizaine de châteaux, elles toutes seules. Ouais. Ah oui, quand même. C'est impressionnant, ouais. Après, c'est rare la commune qui n'a pas de château ou un petit domaine particulier. Serge, vous voulez ajouter quelque chose, non? Non, des châteaux ou des manoirs. Oui, c'est ça. Les châteaux pouvaient être des maisons. Des belles gentilhommières. Alors, on appelle château des fois des choses un peu bien. C'est vrai qu'Anne Fillon, je me souviens, se plaisait à dire que la Sarthe, la Sarthe était un des départements les mieux pourvus en demeure seigneuriale. Oui, c'est vrai. Puis en plus, à la fin de la guerre de 100 ans, on a réhabilité, on a fait de belles maisons très caractéristiques. Et puis il y a un personnage célèbre, vous en avez parlé dans la première partie, c'est Claude Chappe. Alors j'aimerais bien revenir un petit peu dessus. Alors Claude Chappe, il a sa maison natale, évidemment, dans la maison natale qui est là, dans le centre-bourg, on la retrouve toujours. Il y est né en 1763. Elle est juste en face de l'église d'ailleurs. Voilà, et il y est né le jour de Noël. C'est déjà pas mal. Ouais. Il a fait ses études à Rouen, puis après il est revenu à la Flèche. Et puis surtout, il va être abbé à l'âge de 22 ans. Il était voué pour être ecclésiastique. Et il est abbé et il a une rente. Et cette rente lui permet de monter à Paris pour aller y installer son cabinet de physique. Et puis à la Révolution française, en 1789, cette rente, il va la perdre. Et donc, il va même perdre une grande partie de ses biens. Et il va revenir à Brulon. Et là, ses frères sont toujours présents. Et ils vont être très, très présents avec lui
pour sa création. Alors, il va faire des recherches en électricité, etc. Et puis, surtout, il va créer son premier télégraphe qu'il a nommé, alors j'ai revu un petit peu Claude Chappe, qu'il appelait au départ tachygraphe. C'est quand même assez étonnant. Et voilà ce télégraphe qu'il va faire. Alors, surtout, il va faire son invention, qui va être en 1791, mais ça va être qu'en 1793, 2 ans plus tard, qu'il va réussir à intéresser la Convention par son projet. Et donc, ils vont installer à Paris. Alors, dans un premier temps, il fait son projet entre Brulon et Parcé, entre Brulon 15 km, et ça fonctionne. C'est là où il fait les premiers tests. Voilà, les premiers tests. Alors, c'est un genre de pantographe qui fait 98 signes différents, et ces signes différents sont notés dans un cahier. Vous voyez, on voit une grande partie des signes. C'est noté dans un cahier, ce qui fait que le type qui est dans la cabane, il arrive à traduire, enfin celui qui est au bout surtout, arrive à traduire ce que veut dire ces signes. C'est un petit peu comme du morse. Ouais. Alors, il y a une sémantique des morceaux de mots qui s'accolent les uns aux autres et qui arrivent à faire un texte. Incroyable. C'est le début du SMS, mais ça n'était pas... Mais bon, bref. Et donc, à Paris, en 1893, on va reconnaître son travail. On va faire 3 postes qui vont entre Belleville et Saint-Martin-du-Tertre. Ça fonctionne. Donc, on va après en faire une ligne plus grande entre Lille et Paris. Alors, carrément, on va aller on va commencer à faire du grand réseau. Puis après, Paris-Strasbourg, qui est achevé en 1798. Lille-Paris, 1794, c'est-à-dire 3 ans après la présentation à la Convention de son projet. Ça va servir d'abord à l'armée, aux communes. Pendant les guerres, pendant les guerres, etc. Même Bonaparte va commander une ligne qui va être réalisée entre Paris, Lyon, Milan. Donc vraiment, on est là en l'an 1800. Et puis, Claude Chappe, malheureusement, c'est un personnage qui, à 41 ans, va se suicider. Et c'est ses frères qui vont reprendre la suite. Son suicide, on ne sait pas trop. Il déprimait, d'après certains. Il était malade. Il était atteint d'une grave maladie pour d'autres. Et il se suicide dans un puits. Il y en a même d'autres qui vont dire qu'il est tombé par accident dans le puits après une soirée un peu alcoolisée. Enfin, il y a toutes ces versions qui circulent. Mais toujours est-il, les frères vont continuer son travail, ce qui fait que la France va être couverte à peu près de 5000 kilomètres de ces moyens de communication, c'est-à-dire, c'est vraiment important, puisque vous avez vu, il y a une carte tout à l'heure qui a représenté la France avec le réseau, et surtout, on dit qu'en 1849, il y a plus de 100 millions de plis, c'est-à-dire de messages, qui sont distribués en France. Vous vous rendez compte, c'est tout le monde envoyait des messages très rapides, que vous habitiez Paris pour rejoindre Marseille, etc. Et Claude Chappe n'est pas enterré à Brulon, et sa famille l'est, ça je le disais tout à l'heure, mais lui, il va être, comme il est mort à Paris, il est au cimetière du Père-Lachaise, et si vous allez au Père-Lachaise, il y a une tombe un peu particulière, puisque c'est comme un rocher, et dessus, il y a ce fameux pantographe là qui est là. Voilà, on voit la photo de cette tombe qui rappelle ses recherches et son travail qui a été reconnu quand même et qui a fonctionné par... C'est l'ancêtre d'Internet. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Au moins pendant un demi-siècle, ça a fonctionné. Quelques mots pour finir. Ouais, juste un petit mot, parce qu'on en avait parlé. La restauration du prieuré. Le prieuré, c'était une dépendance de l'abbaye de la Couture, comme je disais. Créé ce prieuré en 1068, mais surtout, après la guerre de Cent Ans, il va être complètement réhabilité. Et ce bâtiment date de la guerre de Cent Ans, après la guerre de Cent Ans, 14e siècle, 15e siècle. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle d'apprendre que ce bâtiment soit restauré. Merci Pascal pour cette belle leçon d'histoire. À propos d'histoire, justement, on se souvient que les Jeux Olympiques, puisqu'il va en être question avec vous, mon ami, ont déjà eu lieu à Paris, en France, et qu'en 2024, c'est ça, mon cher Serge? Oui, mon maître Bruno, là. Il peut-il nous dire, le père Bruno, de qu'est-ce qui va se passer cette année dans le monde? Je crois, mon cher Serge, que le grand événement de l'année 2024, ce sera bien sûr l'organisation des Jeux Olympiques durant l'été prochain. Vous êtes bien sûr? Ah, badam, oui. Vous n'êtes pas tombé loin, mon gars. Mais ça qu'est point ça. Ah. Non, ça qu'est point ça. Ça qu'est point à Paris que les choses vont se passer, mais ça qu'est au Mans. Et la première. Et puis ça s'appellera point les Jeux Olympiques, ça s'appellera les Jeux Olympiques. Mais vous délirez, mon cher. Point du tout. Parce que dans quelques mois, il faut que vous le sachiez, le 1er juin de cette année, au Mans, les gars de là, ils vont organiser de quoi? Les Olympiades
2024. C'est nos Jeux olympiques à nous. Bien sûr, vous allez me demander de qu'est-ce que c'est. De qu'est-ce que c'est c'est ces fameuses Olympiades. Ces en Olympiades, effet. ça qu'est un concours d'histoire écrite en patois, avec des mots en patois. Et dame là, je m'adresse aux gens qui sont ici, au gars et à la femelle qui est à côté de moi. Eh bien, vous allez m'écrire quelque chose en patois. Une histoire, comme vous le voulez, une page, 2 pages, pas plus quand même, parce que ça ferait un peu de trop, sur un sujet, la fête, le plaisir. Vous allez m'écrire ça, puis vous allez l'envoyer à eux là. Alors, comment il n'y a pas le système du Gorchap, c'est fini ça. Maintenant, nous, on est moderne, à eux là, on a l'Internet. Alors, vous l'envoyez sur l'Internet, et puis, ou si vous ne voulez pas, vous l'envoyez sur eux là, sur LMTV, tiens. Le gars Brulon, votre patron, il était d'accord pour même nous écrire, nous débertonner une petite histoire à lui, et pour nous faire quelque chose. Et comme il patoise bien, je vous le signale, le gars Brulon, ça devrait être terrible. Puis maintenant, je m'adresse aux gens qui sont en train de regarder notre émission, là, qui sont dans leur poste, enfin devant leur poste, c'est nous qu'on est. Mes gens, je vous vois bien. Mes gens, vous allez rapidement me faire ce texte-là. Et puis, mouvez-vous, mes gens. Mouvez-vous, ne restez pas incultinés, rien faire ici. Vous allez m'écrire vitement votre histoire sur la fête. Une page. Allez-y, exarouette. Vous avez jusqu'au 29 février à nous faire cette histoire. Une petite histoire en patois. Et puis les meilleures, puis peut-être bien celles qui ne sont pas les meilleures quand même, elles vont être racontées, elles vont être lues. Elles vont être lues quand? Le 1er juin, dans le musée au Gamboulard. Vous savez, sur cette pièce de les Jacobins. Vous allez tous, ça va être la grande fête pour tout le monde. Et pour que donc le 1er juin? Parce que le 1er juin, c'est avant l'été, là, c'est au tout début. Et puis nous, à eux là, et au Mans, on va passer avant les Jeux Olympiques de Paris. Et les gars des Jeux Olympiques de Paris, ils vont l'avoir dans le baba. On les aura eus, les gars. Ouais, en plus que nous, on aura les 24 heures au mois de juin. Tout le monde parlera dans le monde entier du Mans. Et puis, le coup des Jeux Olympiques à Paris, ça passera un petit peu au second degré après nous. Enfin, on peut toujours rêver. Oui. Et le mot de la fin, mon cher le mot de la fin, vous... Et puis les gens du poste, je vous invite à écrire quelque chose. Ça, j'insiste bien. On en a déjà, mais on en veut encore plein. Jusqu'au 29 février, peut-être même un peu après, on verra bien. Et puis, un conseil, soyez moderne, patoisez. Message reçu. Merci Serge. Donc, on invite tout le monde à écrire. Donc, vous l'avez dit, sur une page, quoi. C'est ça, pour une page. On peut aller jusqu'à 2, mais il faut le faire. C'est pas gagné. On peut s'aider d'ailleurs sur le site de l'association ELA, je crois. Oui. Sur le site, il y a un lexique. Et puis, on arrête tout. Il faut regarder. Le patois, ELA patois, c'est ça. Vous regardez sur l'Internet. ELA patois, vous allez trouver, on donne tous les conseils. Et il y a un lexique, on trouve, il y a à peu près sur 160 pages, il y a des mots, plus de 1000 mots qui sont donnés. OK. Donc, tout le monde doit faire un texte en patois. Il faut qu'on soit débordé par tous les textes pour que le patois, ça soit, non pas un signe d'identité, c'est fini ça, l'identitaire, on joue point de ça, mais qu'on se retrouve entre nous pour le plaisir seulement. Ouais, là c'est vraiment pour le fun, quoi. Oui, comme on peut le dire, oui. Ouais. Tiens, c'est encore un mot patois, ça, tiens. À traduire, pas évident. Et vous installez la flamou. Tiens, c'est une bonne idée, ça. On compte demander à des gens qui ont posé des questions de régler les problèmes. Peut-être qu'ils nous apporteront des réponses, justement, des suggestions. Ça sera l'occasion. C'est une bonne idée, la flamme, là. Merci Serge, on se retrouve dans quelques semaines pour en parler à nouveau de cette initiative très sartoise. On ne va pas vous lâcher. Ouais. J'y compte bien.
Emeline, passons au commerce. Après une période, on va dire, très abondante, très fertile, fin d'année, Oui. début d'année, bientôt les soldes, évidemment. Une période Ça- fertile. Et Est-ce que ça a bougé en Sarthe alors? Ça a bougé. Selon les commerçants aussi du centre-ville du Mans, les résultats étaient assez positifs, notamment les librairies qui étaient plutôt contentes de ce mois de décembre. Sinon, il va se passer aussi pas mal de choses, évidemment. Il y a une grande enseigne danoise qui arrive en France, qui arrive au Mans, du moins Surtout à au Mans. Rue-Audin. On D'accord. va parler d'un concept novateur à Bonne-Étable qui n'existe pas encore en Sarthe. Je vais vous conter l'histoire d'une céramiste à Coulan-sur-Gé. Et enfin, je vous donnerai un petit truc si vous voulez acquérir un magasin. Eh ben, allons-y, on C'est vous parti. écoute. Donc, la première enseigne dont je vous parlais, c'est l'enseigne Normal, qui est danoise et qui s'implante à Rue-Audin. Donc, c'est un discounter. C'est un magasin qui s'étend donc sur presque 200 mètres carrés dans la galerie du Main Street. Il est en France depuis... il est créé depuis moins de 10 ans, cette Ouais. enseigne. Je vais y arriver. Elle compte plus de 500 magasins. Pourquoi j'en parle, c'est surtout qu'on est dans une zone, sur la zone de Rue-Audin, où on compte un magasin Action, un magasin BM, un magasin Jiffy, un magasin Teddy. Donc la concurrence est rude, mais ce magasin Normal s'installe et il cherchait il y a encore quelques jours un directeur de magasin. Donc n'hésitez pas à postuler Ah ben voilà, si on ne sait jamais. on cherche un job. Voilà, un travail, pardon. Un travail. Sans obligation de parler de suédois. Non, je Non, crois pas que ce soit... C'est danois, mais Danois. je pense que ça devrait aller. Ensuite, je vous disais, il y a un concept novateur qui est arrivé à Bonne-Étable. C'est Yann et sa maman Jocelyne qui ont monté dans les anciens locaux du MMA de Bonne-Étable, donc 47 boulevard du Maréchal Joffre, un salon de thé qui fait aussi librairie manga. Donc à Bonne-Étable, il n'y en avait C'est pas. juste devant la mairie. Ben oui, c'est ça, au 47, c'est les anciens locaux de MMA. Ça s'étend sur 3 niveaux et là encore, c'est plus de 230 mètres carrés dédiés à la littérature nippone, au manga. Donc c'est plutôt quelque chose en général qui plaît, on va dire, Ouais. aux jeunes générations, mais pas que. Mais surtout, le fait de proposer le salon de thé, ça permet aussi d'allier les générations et de prendre un moment un peu plus posé. Et puis, voilà, lire aussi, c'est important. C'est C'est fondamental. une bonne idée. Ouais. C'est une niche, c'est un concept. Donc, Ouais. si on veut tester, c'est du mercredi au dimanche sur des horaires à peu près de 10h à 22h. On attend des informations plus en détail et c'est ouvert depuis début janvier. Ensuite, je vous emmène à Coulan-sur-Gé, donc une petite commune qui est à peu près à 20 minutes du Mans, Que nous avions visité d'ailleurs en exactement. 2023. pour découvrir donc une céramiste, Ève, qui ouvre sa boutique. Donc après avoir participé aux boutiques éphémères sur Le Mans durant les marchés de Noël et d'avoir bénéficié, on va dire, la visibilité des nombreuses boutiques éphémères, Ève a ouvert cette boutique donc à Coulan-sur-Gé et propose donc des poteries, propose des bijoux, propose de l'art de la table aussi, donc des assiettes, des tasses. Il faut compter à peu près 35 € pour un pot et une bouture de plantes. Et chose importante, ou en tout cas que je trouve intéressante, c'est que la livraison est possible. Elle a donc son système d'emballage bien belle protection. Donc pour les personnes qui seraient au sud Sarthe, au nord Sarthe ou qui voudraient offrir, la livraison est possible. Donc en passant par le site internet www.rosecobalt.fr. C'est le nom de la boutique Rose Cobalt. Et pour terminer, Ouais. je vous le disais en préambule, si vous voulez acquérir un magasin, c'est le moment. Le Biocoop Les Iris de la Ferté-Bernard, qui est dirigé, je dirais presque d'une main de maître par Sylvie Cavalier, puisque je dis d'une main de maître parce qu'elle est sur un chiffre d'affaires qui évolue en permanence. Cette dame, elle cherche à vendre son magasin, elle ne trouve pas de repreneur, malheureusement, comme de plus en plus. C'est des contextes qui sont compliqués. Même pour des particuliers. affaires qui marchent. Même pour des affaires qui marchent. Et donc, elle propose de créer, pourquoi pas, une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et ainsi, les clients qui pourraient se joindre au projet deviendraient
en partie propriétaire et décisionnaire par rapport à cette boutique Biocoop. Donc, évidemment, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à contacter ou du moins à vous rapprocher du Biocoop Les Iris et à demander Sylvie, parce que Sylvie, elle aimerait bien prendre sa retraite, mais elle aimerait bien que ce magasin qui fonctionne bien et il compte plus de 2500 clients, donc forcément, c'est un magasin qui a sa place et qui manquerait qui manquerait s'il n'était pas là. Donc, pourquoi pas avoir ce concept, pourquoi pas adhérer et être propriétaire en partie d'un Biocoop. Eh ben merci Emeline. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Et puis on espère que l'annonce sera passée, qu'elle sera suivie, pourquoi pas, de propositions. Merci Emeline, merci Serge, merci Pascal. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission avec les membres de l'association Jean Rondeau, l'ancien vainqueur des 24 heures en 1980, une association qui renaît avec quelques membres illustres et on va dire historiques des folles années. À tout de suite.